Salut! Aujourd'hui c'est Livre et Histoire, on y va? Aujourd'hui, on va parler de ce livre, donc de Isabelle Sorante, qui s'appelle Le complexe de la sorcière. Alors Isabelle Sorante est née en 1972 à Marseille. Elle a publié déjà plusieurs romans, dont le premier c'était Elle, simplement la lettre, en 2001, qui sera un grand succès, puis ensuite il y aura La Faille en 2015 et 180 jours en 2013. Donc celui dont on parle aujourd'hui, celui-ci, est sorti l'année dernière, donc en 2020. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est un mélange d'autobiographie et d'essai. Donc en fait le récit part d'un constat, c'est-à-dire que une nuit, près d'un lac, elle s'était endormie. Non, pas du tout. Une nuit, elle a l'apparition, en fait elle a une sorte d'apparition, c'est-à-dire que une femme, nue, le crâne rasé, dans un lieu très particulier, lui apparaît en rêve. Et ce qui la choque beaucoup, enfin ce qui la frappe, ce sont ses yeux en fait. Parce qu'elle arrive pas trop à définir la couleur des yeux et tout ça, mais ils sont vraiment vraiment particuliers. Et elle va se demander si elle va en faire un roman, si elle va en faire une histoire et tout ça, et puis en fait elle décide que elle n'a pas assez de matériel pour construire quelque chose autour, mais elle se demande en fait si c'est pas une sorcière qui lui est apparue comme ça devant elle. Donc elle va entamer des recherches, que ce soit historico-psychanalytiques, autour de l'image de la sorcière, et aussi elle va faire une sorte d'introspection sur sa vie, et voir en fait qu'est-ce qui tient de ses propres expériences à elle, et qu'est-ce qui tient en fait du vécu de ses ancêtres. Voilà. Parce que on développera le point de vue historique plus tard, mais d'un point de vue psychanalytique, ça fait quelques années, ou quelques décennies, qu'il y a un nouveau courant qui est là, c'est-à-dire à quel point les traumatismes de nos ancêtres ont un impact sur nos vies à nous. Et à partir de ça, elle va se demander en fait finalement si elle n'a pas eu une ou plusieurs ancêtres sorcières, et si justement ça n'a pas eu un impact sur sa vie jusqu'à l'âge qu'elle a maintenant. Donc voilà, donc ça, en fait voilà, c'est le thème de l'essai. Donc elle se penche sur la figure de la sorcière, qui lui apparaît donc pendant une vision, et elle va faire toutes ses recherches, elle va se poser tout plein d'interrogations, elle va interroger ses amis aussi, pour justement en fait découvrir un petit peu pourquoi ça lui est apparu et qu'est-ce que ça la renvoie elle par rapport à sa vie. Donc c'est plutôt intéressant. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet essai, parce que déjà c'est le premier essai que j'ai terminé, je tiens à le dire, avec fierté. C'est le premier essai que j'ai réussi à terminer, et pour le coup il était vraiment vraiment intéressant. Douloureux pour moi à certains moments, parce qu'elle parle de son adolescence et notamment de la grande période d'harcèlement scolaire qu'elle a vécue, que j'ai vécu aussi, et qui est très très difficile c'est difficile de revenir dessus, et surtout quand ça fait écho à ce point-là. Donc moi c'est vrai que c'est un passage que j'ai peut-être un petit peu survolé pour garder ma bonne humeur et mon bon état d'esprit. Mais voilà, elle parle de son enfance, elle parle aussi de sa vie de jeune adulte, comment ça s'est passé avec ses relations, comment ça se passe par rapport à ses parents, par rapport à sa famille, l'image et tout ça. Et c'est vraiment vraiment intéressant. Et il y a plusieurs choses forcément qui vont interroger, mais la principale c'est l'inquisiteur. Donc ça je reviendrai dans la partie historique pour voir un petit peu qui est cet inquisiteur-là. Mais elle met en avant la personnalité, la relation de l'inquisiteur avec la sorcière, en se disant mais en fait est-ce que l'inquisiteur n'est pas encore parti finalement? Parce que dans notre tête on a toujours, sur toutes les femmes, on a toujours une petite voix qui nous dit mais t'es pas légitime, pourquoi tu lui tiens tête? Est-ce que t'es sûre de ce que tu racontes? Est-ce que t'es sûre de toi? Est-ce que t'es sûre que t'en fais pas trop? Est-ce que t'es sûre que t'en fais assez? Est-ce que t'es sûre? Est-ce que t'es sûre? Machin. Et qui, des fois, prend tellement de place que ça nous détruit, en fait. Et elle assimile cette voix-là à l'inquisiteur. Et je me suis posé la question, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me dis, ouais, pourquoi pas? Et elle dit bien aussi que l'inquisiteur, c'est pas forcément que la voix dans la tête, ça peut être une personnalité dans notre entourage qui va avoir ces jugements-là sur nous, sans forcément la personne penser à mal, mais qui en fait est destructrice pour nous en fait. Donc voilà, donc c'était tout plein d'interrogations sur
sur l'image de la sorcière, mais aussi sur notre propre vécu. Et franchement, c'est à lire, à réfléchir, et voilà. Donc on va passer à la partie historique, si ça vous va? Alors, donc comme je vous disais, elle parle de la sorcière, mais elle parle aussi de l'événement de la chasse aux sorcières qui a eu lieu donc, en Europe. Donc pour une fois, je fais une partie histoire sur l'Europe, ça changera des États-Unis et du Canada. Donc, un petit peu de contexte. On a l'habitude de penser que les chasses aux sorcières, notamment par rapport aux films, aux séries et tout ça, ça a forcément lieu dans notre imaginaire au Moyen-Âge, et c'est pas le cas. C'est pas le cas, il y a eu quelques événements, mais rien de comparable en fait. La chasse aux sorcières a eu lieu à l'époque moderne. Voilà. Donc l'époque moderne, c'est la fin du Moyen-Âge. Certains historiens estiment que c'est en 1450 avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, et d'autres pensent que c'est en 1492 quand Christophe Colomb est parvenu jusqu'aux Amériques. Donc c'est aux alentours de cette période-là qu'est estimée la fin du Moyen-Âge, et du coup avec tout ce changement sociétal qui s'opère, donc déjà la montée de la monarchie absolue qu'il n'y avait pas forcément avant, euh, les sciences qui évoluent, la philosophie, la lumière, la relation à Dieu, beaucoup de choses évoluent durant cette période-là. Et donc, forcément aussi, l'image déjà de la femme et tout ce qui a pu arriver à ce moment-là. Donc, on a en 1450, donc je rappelle, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, c'est très important, il faut retenir ces dates-là pour plus tard. Il y a aussi eu, je pense que vous vous rappelez, le siècle auparavant, beaucoup d'épisodes de peste qui ont perduré après, mais les grands épisodes c'était au XIVe siècle. Ça a décimé la moitié de la population européenne. Donc déjà, il y a aussi tout un fourmillement autour de la religion, autour de la punition divine, autour de... Voilà, ça a été très 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 important à ce moment-là. Et aussi, ça marque la fin des grandes chasses aux hérétiques. Voilà. Donc les hérétiques à l'époque, c'était les dissidents de la foi catholique. Donc c'était principalement les cathares et les vaudois, qui ont pris un peu plein leur tronche pendant un petit moment. Alors, les premières chasses aux sorcières ont eu lieu entre 1420 et 1440 dans le duché de Savoie. Et en 1484, le pape Innocent VIII a publié une bulle pontificale. Je vais vous donner le nom en latin, donc j'espère que vous apprécierez l'effort. Sumis desiderantes afflictibus, avec mon superbe accent latin. Voilà, et en fait, dans cette bulle, il reconnaît la pratique de la magie et ordonne la poursuite de celle qui s'y adonne. De celle qui s'y adonne. Voilà. Donc en fait, on pousse à la délation les voisins et les voisines. Donc je pense que là, il y a la petite construction d'une société sympathique où il fait bon vivre, n'est-ce pas? Parce qu'on peut plus faire confiance aux voisins et aux voisines. On va dire un mot un petit peu bizarrement, ça y est, sorcière. Enfin bref, ça jette un petit peu les bases à ce qui va se passer ensuite. Et en continuant dans ces années-là, donc en 1517, Martin Luther publie les 95 thèses qui sont en fait qui forment les bases du mouvement réformiste de l'Église catholique. Donc les réformistes, on les appelle ensuite les protestants. Et ces réformes-là, les catholiques les rejettent complètement. Donc c'est la très forte montée de tensions religieuses entre les protestants et les catholiques. Et là, c'est le début des guerres de religion. Par exemple, en France, il y en a eu quand même 9 sur un siècle quasiment. Donc c'était une bonne ambiance. Donc il y a la chasse aux protestants, enfin aux huguenots ou aux catholiques, et il y a la chasse après aussi aux sorcières. Parce qu'en 1486, donc je remonte un tout petit peu avant, en 1486, deux moines dominicains ont publié le Malleus Maleficarum, ou autrement appelé le marteau de la sorcière. Il a été, donc grâce à l'imprimerie, il a été largement diffusé, il y a quand même eu 30 000 exemplaires qui ont été diffusés en Europe. Alors peut-être que pour nous c'est pas très fou comme chiffre, 30 000 exemplaires, mais pour l'époque c'est énorme à tel point que ça en fait le best-seller de son temps. Super, hein? Donc les deux moines Heinrich Kramer et Jacob Sprenger ont divisé l'ouvrage en 3 parties. Donc la première c'est la partie théorique où on explique pourquoi la sorcière est-elle nocive dans nos sociétés.
la sorcière, hein, pas le sorcier, que la sorcière, c'est quand même vachement sympa. La deuxième partie, c'est les explications avec des forces, exemples et illustrations. Et enfin, c'est la partie pour les tribunaux de sorcellerie, parce que forcément, hein, qui dit jugement dit quand même tribunaux. Et c'est leur expliquer comment trouver, comment savoir, comment condamner une jeune femme pour sorcellerie. Youpi. Alors, comment ça se passait à l'époque? Donc déjà, première étape, l'accusation. Donc il y a forcément quelqu'un dans le voisinage, ou quelqu'un qui a perdu sa femme pendant un accouchement, ou quelqu'un d'envieux, ou un amant rejeté, qui va dire « Ah bah tiens, tenez, cette femme-là, c'est une sorcière, j'en suis sûre, elle m'a lancé un sort pour que je ne sois pas ardent en ligne, on va dire ça comme ça, ou un sort parce que ma femme et mon enfant sont morts en couche et c'est forcément de sa faute, ou je l'ai entendu prononcer des mots bizarres à la pleine lune avec un chat noir dans sous le bras, enfin bref. Voilà, c'est la partie accusation. Et à l'époque, ça enflammait les esprits. Du coup, la personne était arrêtée et conduite dans une salle pour y être interrogée. Ça, c'est la deuxième étape, l'interrogation. Youpi. Ça durait des jours et des jours et des jours, où en fait l'inquisiteur, donc la figure de tout à l'heure, posait ses questions sans repos, sans rien, à la jeune femme, à la femme, qui subissait donc cet interrogatoire-là, qui au départ forcément ne craque pas, puisque finalement elle est innocente, hein, on va pas se mentir. Elle est innocente, ouais, mais non, mais alors, toujours le jeu d'interrogation, l'insinuation du doute, parce qu'au bout de quelques jours, on commence à se dire, mais en fait, peut-être que c'est eux qui ont raison et pas moi. Il y a une expression que mon petit frère utilise souvent, c'est quand on est insulté. C'est-à-dire que si une première fois on dit que t'es un cheval, tu dis que l'autre il est crétin, on te dit une deuxième fois que t'es un cheval, bah tu commences à dire non, t'es un crétin, on te dit une troisième fois que t'es un cheval, bah du coup tu vas t'acheter une selle. C'est un peu le même principe, alors c'est vrai que la phrase est bizarre, c'est un peu le même principe, c'est qu'au bout d'un moment on commence à dire ouais non mais en fait c'est peut-être moi le problème. Donc les femmes ont commencé à dire bah en fait c'est peut-être vrai, je suis peut-être une sorcière. Donc là c'est le moment, le point de rupture en fait, entre ce qui est vrai et ce que voulait donc, ce que désirait l'inquisiteur. Et là si vous entendez des bruits derrière moi, c'est mon chat qui est en train d'essayer donc de gratter à la fenêtre pour entrer dans la maison. Voilà, j'ai un chat, enfin j'ai deux chats, donc côté sorcière ça. Bref, alors, troisième étape, le geste médico-légal. Donc on appelle ça sobrement le geste médico-légal. C'est le moment où les jeunes femmes, enfin les femmes, pardon, je vais dire que les jeunes, parce qu'en fait il n'y avait pas que les jeunes. Donc les femmes sont entièrement déshabillées et entièrement rasées. Voilà, moi ce qui me fait un petit peu écho à ce qui a pu se passer dans les années 40. Hein. Entièrement rasées, et donc il y a des médecins, l'inquisiteur, bref, les gens, les hommes de préférence, vont chercher la marque du diable, d'accord? Parce que pour eux, la femme sorcière, elle a forcément fauté le vendredi soir lors de ses sabbats avec le démon, et du coup, il a forcément laissé sa trace sur elle en guise de reconnaissance de la servitude de la femme. Encore une fois, une sorte de servitude, et donc il recherche des points, par exemple ça va être des grains de beauté un peu étranges, des taches de naissance un peu bizarres, ou des points insensibles. Et généralement ils recherchent toujours au même endroit, c'est-à-dire au niveau du pubis. Hein. Donc déjà on commence à se dire qu'ils sont pas net. Donc ils cherchent toujours à cet endroit-là avec une aiguille qu'ils enfoncent dans le corps, et que s'il y a un point où ça ne saigne pas, où la personne n'a pas mal, bah, ça veut dire que forcément elle a fauté avec le diable, donc c'est une sorcière. Voilà, donc ça c'était le geste médico-légal. Ensuite vient la torture, parce qu'il faut bien qu'elle avoue quand même, la malheureuse. Donc il passe du temps, beaucoup de temps à la torturer, de mille et une manières différentes. Je n'ai pas envie d'en parler parce que moi j'ai lu certains passages, j'ai trouvé ça chaud. J'avais vu une émission aussi sur la chaîne Histoire qui c'était compliqué. Donc si le sujet vous intéresse, vous regarderez. Moi je n'ai pas très envie d'en parler. Voilà, donc ces femmes-là ont été aussi forcément torturées. Ensuite, soit elles avouaient, hein, forcément, au bout d'un moment, à force d'être torturées et d'être interrogées tout le temps, on craque et on avoue, hein, c'est normal, la conscience, en fait, schrouch, c'est défait, et du coup, voilà, on avoue un peu tout ce qu'on peut pour que ça s'arrête, je pense. Et sinon, il y avait une autre pratique qui s'appelait le test.
Par exemple, aux Pays-Bas, on mettait une femme sur une balance, vous savez, une balance, et avec des poids de l'autre côté, et en fait, si la femme était plus légère que les poids, ça voulait dire que c'était une sorcière. Et bien oui, parce qu'une femme qui est sorcière, elle est forcément légère puisqu'elle s'envole sur son balai. Oui, oui, oui. Et l'autre méthode dont on entend parler généralement dans les films aussi, c'est la méthode de je te jette dans l'eau et on regarde si tu flottes. Ouais, on oublie Archimède, hein, là je crois que c'est mort. Donc en fait, si tu flottes, bah, ça veut dire que t'es légère. T'es légère comme un canard, donc t'es une sorcière. Et que si tu flottes pas, bah, ça veut dire que bah, déjà d'une, t'es noyée, mais t'étais innocente. Oh flûte alors, tant pis. Et donc, celles qui ont été pesées ou se sont avouées, donc sont conduites à un tribunal qui les condamne. C'est un tribunal soit religieux, soit laïque, soit les deux, qui les condamne et en fait elles meurent sur le bûcher. Alors pourquoi un bûcher et pourquoi pas par pendaison comme à Salem? Parce que à l'époque on pensait que le feu purifiait. Voilà, c'était le feu purificateur pour les âmes de ces pauvres folles. Donc voilà, et généralement en plus étaient brûlés avec elles les actes d'accusation envers elles. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour l'instant au niveau des textes. Donc je vous ai dit que le Malleus Maleficarum a été publié en 1486, mais ce qui a vraiment donné de l'ampleur à ce livre, c'est un livre, hein, c'est qu'en 1517, il a été fait en format poche. C'est-à-dire que tous les inquisiteurs et tous les chasseurs de sorcières avaient son petit modèle chacun du Malleus Maleficarum, c'était un peu la chasse aux sorcières pour les nuls, hein, et en fait, ils pouvaient ainsi plus facilement aller de village en village, interroger et tuer bon nombre de personnes. Parce que, en fait, aussi à l'époque, les chasseurs de sorcières recevaient un paiement pour leurs actions. Voilà. Alors, entre 1560 et 1660, la chasse s'étend à tout l'Occident. D'accord? Donc tout à l'heure, je vous avais dit qu'entre 1440 et 1460, c'était dans le duché de Savoie. Entre donc 1560 et 1660, c'était dans tout l'Occident. Voilà, en particulier selon le long de l'axe du Rhin jusque dans les Alpes. Vous voyez qu'il y a des points chauds aussi en Écosse, en Angleterre. Et vous voyez aussi, alors c'est un petit peu de patriotisme de ma part, éventuellement mal placé, mais qu'en Bretagne, il n'y en a pas. Voilà. En Bretagne, il n'y a pas de chasse aux sorcières. C'était le seul point, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui n'est pas coloré. Donc il n'y a pas eu trop de chasse aux sorcières, ou voire pas du tout. Voilà, Bretagne représente. Et en fait, il y a un profil particulier de femmes qui ont été inquiétées. Donc ça, c'était des femmes très âgées, qui n'avaient plus de mari, qui ne voulaient pas se remarier, qui vivaient seules. Alors là, c'était bon. De toute façon, c'est l'imaginaire qui est resté jusqu'à maintenant, hein, la vieille sorcière qui vit dans une cahute près de la forêt, tout ça. Bon, bah là, c'était ces femmes-là qui, généralement, étaient cramées en premier. Et ensuite, il y a aussi la femme un peu libre, un peu indépendante, qui n'était soumise à aucune tutelle masculine, que ce soit par le mariage ou autre, et qui, en plus, si elle avait l'erreur, si elle commettait l'erreur d'être un petit peu savante, alors là, c'était fini. Hein, on la prenait pour une sorcière, ok, elle se prenait celle-là. Bref, si elle n'était pas assujettie, ben, elles avaient des risques de finir quand même pas mal au bûcher. Donc en fait, on estime qu'il y a eu entre 60 000 et 100 000 victimes de cette chasse aux sorcières, donc 80% de femmes hein, quand même, sur cette période-là. Alors Isabelle Sorante, dans son livre, annonce, elle, 200 000 victimes. Mais je crois que c'est aussi au niveau des dates, parce que dans le livre que moi j'ai utilisé pour faire mes recherches et tout ça, la personne en fait parle de 1560 à 1660. Donc c'est dans ce livre-là, qui m'a servi de base pour la vidéo, où l'autrice Céline Duchesnay, voilà, France Culture, tout ça, annonce donc entre 60 000 et 100 000 victimes. On n'arrive pas à savoir exactement, parce que comme je vous le disais, les actes d'accusation étaient brûlés en même temps que les supposées sorcières. Et donc Isabelle Sorante, elle, qui est sur 2 siècles, parle de 200 000 victimes. Ce qui est juste énorme. Et je me souviens d'une anecdote aussi que j'avais lue dans un des livres, alors je ne sais plus lequel, mais ça fait un moment,
Il y a un village, je crois que c'était en Suisse ou en Allemagne, où en fait, à la fin de la chasse aux sorcières, il ne restait plus qu'une seule femme dans le village. Une seule. Les autres avaient été soit bannies, soit tuées, soit elles sont parties. Parce que c'était la folie, quoi. Donc voilà. Maintenant, l'imaginaire de la sorcière a quand même changé, notamment grâce à la pop culture, on voit ça depuis quelques décennies. Ça a commencé un peu fin 90 aussi avec la trilogie du samedi soir, où on peut voir Charmed ou les trois sœurs Halliwell, qui sont des sœurs très puissantes et femmes libres et indépendantes, et qui arrivent et qui sont très bénéfiques. Hein. Pareil avec Willow Rosenberg dans Buffy, qui est une sorcière hyper puissante. Alors c'est vrai qu'à un moment elle pète un peu un plomb, mais sinon, pareil, elle fait pour le bien, elle est libre, indépendante, elle a besoin concrètement de personne. Et on a de plus en plus cette image-là. On a aussi Sabrina dans The Chilling Adventures of Sabrina Spellman sur Netflix. Vous avez vu mon bel accent anglais qui pareil, voilà, les sorcières, les femmes, voilà, ça y est, les femmes au niveau de la pop culture sont vraiment mises en avant, en tout cas au niveau de la sorcellerie, hein, on va pas parler sur tous les sujets, parce que c'est pas le cas. Et c'est vraiment quelque chose de notable et de vraiment bien à voir aussi, ça permet aussi à pas mal de personnes de s'identifier à ce genre de personnage. Toutefois, parce qu'il y a toujours un petit toutefois, je me suis récemment posé la question en regardant un petit peu sur internet, en prenant des fois la télévision, à chaque fois qu'une femme va asséner ses arguments, à chaque fois qu'elle va dire non, ça va pas ce que vous dites, non, c'est faux, à des hommes, ou quand les hommes entre eux parlent à la télévision, certains hommes, je ne fais pas de généralité, mais certains hommes, quand ils parlent entre eux à la télévision et qu'ils parlent des femmes, du corps des femmes, de ce que doivent penser les femmes, je crois qu'on a toutes et tous quelques noms en tête hein, de ces personnes-là, et qui parlent un peu des féministes, ils disent plus sorcière. C'était le terme de l'époque, la sorcière c'était la femme libre, indépendante, qui ne fermait pas sa bouche. Et ben, maintenant j'ai l'impression que le terme était remplacé par hystérique. Voilà, c'est qu'à chaque fois qu'une femme va dire non tu as tort, elle va se faire couper la parole, elle va se faire insulter, c'est qu'on ne l'attaquera pas sur les arguments mais sur ce qu'elle est, et on va lui dire que c'est une hystérique. Quelle meilleure façon de faire taire quelqu'un, n'est-ce pas? Donc c'est ce que je me suis demandé, et c'est la question que je me pose encore, même si je pense avoir eu ma réponse, hein, c'est clair que oui. À chaque fois, c'est une hystérique, parce qu'en fait on rabaisse la femme à son niveau émotionnel, et comme ça on donne moins de poids à ses arguments, on donne moins de poids à ce qu'elle dit, et c'est quand même plus facile à vivre quand c'est comme ça que quand on commence à se dire mais elles ont peut-être raison. Certaines ont peut-être raison en fait. Et voilà, donc pour moi je pense que ça n'a pas réellement trop évolué de ce côté-là, c'est qu'on est passé des sorcières aux hystériques. Youpi, n'est-ce pas? Donc voilà aujourd'hui pour le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante. Donc j'allais dire le roman, mais non, c'est pas un roman, c'est un essai autobiographique. Donc il est plutôt court, il fait une 320 pages. Il est vraiment bien. Comme je vous l'ai dit, moi les essais, je n'arrive pas à les lire. C'est comme ça, j'ai essayé. Il y a plein d'essais que j'aimerais lire, il y a tous ceux de Mona Chollet forcément que j'aimerais, et plein d'autres, et en fait je suis incapable de les lire. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, peut-être que je les écoute. Mais celui-là, j'ai réussi. Et il est vraiment bien. Je pense que ce qui m'a aidé moi, c'est le mélange autobiographie et recherche. Ça m'a permis déjà de me mettre à la place de l'autrice et de réfléchir aussi à mon propre vécu, à mes propres expériences. Et c'est franchement intéressant. Donc moi je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Donc si vous avez des remarques à faire, des choses positives et négatives, mais toujours avec bienveillance, je vous lirai et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!